Salut, bienvenue dans Face à Pierrot. Alors déjà une première remarque et un remerciement. 250 questions entre Twitter et Facebook. Alors, évidemment, faut faire du tri parce que sinon ce sera un péplum tous les lundis. Déjà que ça commence à être un peu long. La première question de la semaine, elle est de Mich de Landy. Brest a battu largement Saint-Etienne sans faire un grand match, beaucoup trop de fautes techniques. Malgré tout, peut-on être optimiste et pourquoi pas voir le Stade Brestois 29 jouer un rôle important dans le championnat après le recrutement conséquent de Graine Lorexi, sans oublier le retour imminent de Pierre Lesmelou. J'aimerais partager ton enthousiasme, mais j'ai peur que cette saison soit, alors évidemment plus difficile que la saison dernière qui était incroyable, irréelle et invraisemblable. Mais cette année, elle va être plus dure parce que l'effectif, malgré, c'est vrai, ce bon recrutement tardif, reste quand même juste pour jouer à la fois le championnat et 8 matchs de Ligue des Champions qui vont évidemment mobiliser des forces physiques, mais aussi des forces mentales. Donc voilà, j'ai peur que les semaines qui arrivent soient un peu compliquées pour le Stade Brestois. Surtout que voilà, je veux dire, Saint-Etienne était tellement faible que c'est difficile de tirer des conclusions optimistes pour la suite. Guillaume Alicia me dit « Lyon-Strasbourg est-il pour le moment le plus beau match que tu as vu cette nouvelle saison ?» Pas forcément, c'est le match le plus prolifique en but. Je veux dire, c'est pas forcément parce qu'il y a beaucoup de buts que c'est un match... alors c'est forcément, s'il y a beaucoup de buts, c'est un match excitant, ça c'est évident. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de buts qu'il y a forcément de la qualité des deux côtés. Ça veut dire aussi que souvent les défenses sont très faibles, ce qui a été le cas dans ce match. Mais c'est vrai que c'était du coup très agréable à suivre entre la belle expression du jeu strasbourgeois pour mener 3-1 et l'incroyable réaction des Lyonnais pour marquer 3 buts en 10 minutes. Guillaume Alicia, toujours, me dit « Vas-tu suivre les résultats des Girondins de Bordeaux ?» Alors les résultats, oui, probablement. Les matchs, non. Parce que j'ai déjà du mal à regarder les matchs de Ligue 2 avec mes longs week-ends de Ligue 1. Je vais pas me taper les matchs de N2, d'autant plus que j'ai pas un attachement particulier aux Girondins de Bordeaux. Bien sûr qu'on espère tous qu'ils reviennent très vite dans des divisions normales pour un club de cette dimension. Elias Recham me dit « Comprends-tu l'arrivée de Petrovic à Strasbourg alors que Magic Johnson est déjà héroïque ?» Magic Johnson, c'est bien trouvé. Culture de l'instant. Johnson, c'est pas un inconnu. On l'a déjà vu en Ligue 1. Alors c'est vrai que quand tu te fais canarder comme il se l'est fait à Lyon, évidemment, t'as beaucoup de ballons pour briller. La vérité, c'est qu'à l'arrivée, il prend quand même 4 buts. Et que sur les 4 buts, je pense qu'il y a un gardien de meilleur niveau aurait été plus décisif, notamment le but de Maitland-Nice où il détourne trop mollement le tir de Lacazette sur son poteau. Je pense qu'un gardien de meilleur niveau repousse le ballon. Sur la tête gagnante d'Orban, c'est pas non plus extraordinaire. Et puis Petrovic est un gardien de bien plus haut niveau que Johnson. Mais bon, ça, vous le verrez assez rapidement à l'œuvre. Maxime Dutertre me dit « Quelle est ta plus belle rencontre parmi les joueurs de foot ?» C'est évidemment Marc Keller, que j'ai connu débutant en Ligue 2 au FC Mulhouse, et qui est, depuis qu'il il a été transféré à Strasbourg aussi en Ligue 2 comme joueur, est devenu mon meilleur ami et le frère que j'ai pas eu. Donc évidemment, il y a beaucoup de joueurs avec qui je m'entends très bien. Fégomis, Hugo Loris, Thierry Henry, Robert Pires, Patrick Vieira. Bon, rien n'arrive à la cheville de ma relation avec Marc. Guillaume Alicia me dit « Ne penses-tu pas que le nouveau format de la Ligue des Champions ressemble dans la forme à la Super League ?» De toute façon, c'était un petit peu ça le but de l'UEFA, c'était de se rapprocher au niveau de sa formule le plus de la Super League pour justement
contrer la Super League. Il n'empêche que je trouve cette nouvelle Ligue des Champions absurde, comme de faire un classement des 36 équipes avec 8 matchs qui ne sont pas les mêmes. Donc c'est quelque chose qui est totalement injuste et qui peut-être déboulera sur des éliminations extravagantes et des qualifications improbables, selon effectivement que tu as un groupe plus ou moins accessible, et comme les équipes ne sont pas égales dans leurs matchs, pour moi c'est un peu unique sur le plan sportif. Alex Nissa du 06 me dit 3e défaite en 3 matchs pour les Verts et surtout 0 but inscrit, en plus les 2 prochains matchs contre Lille et à Nice. Saint-Etienne peut-il payer son manque de recrutement de joueurs d'expérience sur ce mercato? C'est pas tellement le manque de recrutement de joueurs d'expérience, c'est surtout le manque de bons joueurs, notamment sur le plan offensif. Je veux dire, les 3 matchs de Saint-Etienne sur le plan offensif, c'est proche du néant. Il n'y a pas de puissance sur les côtés, il n'y a pas d'adresse face au but. Et quand tu es incapable de marquer un but, ça veut dire que tu te prépares des jours très difficiles. Alex Lissa du 06, encore, depuis sa remontée en 2009, Montpellier n'a jamais vraiment tremblé pour se maintenir en Ligue 1 chaque saison. Cette saison pourrait-elle être une saison où Montpellier risque de trembler pour sa survie en Ligue 1? De toute façon, c'est pas un secret d'État de savoir que la situation financière, et donc je dirais par ricochet sportive, du club est extrêmement précaire. On l'a vu avec le mercato, hein. Une seule arrivée, un prêt de Nzigula de Strasbourg qui a 18 ans, avec un salaire qui est pris en charge par Strasbourg en plus. C'est pas un recrutement, quoi. C'est même si le joueur est excellent et rendra certainement de bons services au club, voilà, c'est une équipe qui est un petit peu en fin de parcours. Même Teddy Savanier, début de saison très très compliqué, et on sait que longtemps Savanier a été l'arbre qui cachait la forêt. Donc oui, c'est très très inquiétant. Puis tu t'en as pris 6 à Paris, bon, ça à la limite, c'est des choses qui arrivent pour un club qui est programmé pour jouer le maintien. Bon, t'en prends 6 à Paris, bon, voilà, tu prends une baigne, puis tu repars au combat. Perdre à domicile 3-1 contre Nantes, c'est déjà beaucoup plus inquiétant. Alex Nissa du 06 encore. Djokovic Alcaraz éliminé en première semaine à la surprise générale à l'US Open. Qui vois-tu remporter l'US Open dans une semaine? Sinner malgré un physique encore fragile, Zverev qui a semblé tirer la langue cet été, Medvedev qui a fait une mauvaise tournée américaine. Oui, peut-être Fritz qui va peut-être un jour franchir le cap que beaucoup lui prédisaient plus jeune. Et puis bon, on sentait vraiment qu'il y avait un plafond de verre avec lui, le même plafond de verre qu'il y a un peu avec Zverev aussi. De toute façon, comme joueurs qui ont remporté un grand chelem, il reste plus que Sinner et Medvedev. J'aurais plutôt tendance à penser en l'état actuel que ça pourrait être ça la finale. Voilà, de toute façon c'est une saison quand même compliquée, parce qu'il y a eu les JO en plus, et que contrairement à ce que beaucoup en pensent, les JO ont une grande importance pour les joueurs de tennis. Il y a qu'à voir Djokovic et Alcaraz notamment. Alors évidemment Sinner, il n'y a pas participé, et puis comme il a été blessé avant, il est peut-être un petit peu plus frais que les autres. Mais de toute évidence, Alcaraz et Djokovic, il y a une usure mentale assez importante après ces JO. Kalia la Manouche me dit alors moi je voulais savoir ce que tu penses du jeu de l'OM. Perso, je suis assez énervé à chaque match de voir malgré les buts qu'on n'essaye pas plus. On a des qualités offensives très bonnes et on veut avoir trop la maîtrise de la balle et on tente pas assez. Je suis pas forcément d'accord avec ton analyse. Moi, j'ai trouvé que, au contraire, pour le match à Toulouse, il y avait un bon compromis entre la gestion, la récupération de la balle et la projection vers l'avant
des Marseillais. Ils ont quand même marqué 3 buts. Donc quand tu marques 3 buts à l'extérieur, t'en as déjà marqué 5 à Brest. T'as mis 11 buts en 3 matchs. Donc on peut pas dire que c'est une équipe qui tente pas, surtout quand on voit le nombre d'occasions qu'a eu l'OM contre Reims. Donc non, je pense que au contraire, le match à Toulouse est le premier match où pour moi, j'ai vraiment vu la patte de Zerbi, beaucoup plus qu'à Brest où le match avait été trop facile, trop rapidement, et puis que contre Reims où les Rémois avaient réussi vraiment à contrer le jeu des Marseillais. Là, j'ai vu une expression, même s'il y a le but encaissé sur une bourde de Roulier en fin de match, là j'ai vraiment vu l'expression du jeu de Zerbi. Alex Nissa du 0-6, très en forme. Strasbourg qui met de l'intensité et du caractère dans chacun de ses matchs avec Rosenior. Comment expliques-tu le contraste avec Vira où l'équipe semblait manquer de caractère? Oui, mais le problème c'est que c'est pas la même équipe. Strasbourg a investi près de 70 millions dans son équipe. Et il est évident que l'effectif de Strasbourg est infiniment supérieur cette saison à ce qu'il était la saison dernière. Je veux dire, l'arrivée d'un joueur comme Nanassi, Sékou Mara, Morera, Delamarche, tout ça c'est vraiment très intéressant. Plus Diong et Sarr qu'on n'a pas encore vraiment vu. Il y a beaucoup de solutions. Ce que j'espère, c'est que Rosenior aura retenu les leçons de cette défaite à Lyon, alors que l'équipe avait vraiment le match en main, et où il aurait fallu mettre un peu plus de muscle au milieu à 3-1, faire rentrer... En plus, t'avais les joueurs, t'avais Diong et Mangwa à faire rentrer pour solidifier le milieu et faire que ta défense centrale soit moins exposée. Mais bon, on dit très souvent que l'équipe de Strasbourg est jeune, mais l'entraîneur aussi est jeune, et j'espère qu'il va apprendre de cette défaite où il est quand même, à mon sens, un petit peu responsable. Clément me dit « Les performances de Mbappé au Real sont scrutées à la loupe, que ce soit en Espagne ou en France. Ça tient presque du harcèlement. Est-ce que tu trouves ça exagéré ou est-ce que c'est normal pour un joueur de son calibre ?» Je trouve que c'est tout à fait normal. En foot comme ailleurs, on prête qu'aux riches. Ça fait tellement longtemps que le Real rêve de Mbappé et que Mbappé rêve du Real qu'aujourd'hui le couple a enfin pris forme. Après, les 3 premiers matchs de championnat étaient très décevants, donc c'est normal qu'il y ait un petit peu d'impatience côté espagnol. Ce que je m'explique moins, ce sont les sarcasmes côté français, comme si on se réjouissait que le capitaine de l'équipe de France soit en difficulté. Mais bon, je veux dire, il faut bien admettre que de toute façon, avec Mbappé, rien ne sera jamais normal. Neil me dit, le Havre signe une 2e victoire d'affilée face à Auxerre. Plutôt de bon augure pour la suite. Si le club arrive encore à se maintenir cette saison avec un recrutement à néant et des pertes de joueurs, pourra-t-on qualifier ça d'exploit? Les vois-tu se maintenir? C'est-à-dire que, je le dis souvent dans ce genre de situation, ce qui compte, c'est d'avoir deux équipes ennemies avec le barragiste plus faibles que toi. Or, il semble, à la lumière de ces 3 premiers matchs, qu'Angers et Saint-Etienne vont vraiment être en grande difficulté toute la saison. Donc, effectivement, maintenant, le Havre doit tout faire pour éviter cette place de barragiste. Donc, ils ont 6 points en 3 matchs, ce qui est superbe. Nantes en a 7 aussi. Nantes aussi était considéré comme ça. Il y a Montpellier qui, par contre, n'a qu'un point. Donc, oui, je pense que le Havre a les moyens de se maintenir, surtout si, comme je l'ai dit dans mon débrief hier, ils continuent à ne pas surjouer et jouer avec leur qualité et ne pas essayer de faire des choses qu'ils sont pas capables de faire. Et je pense qu'avoir des ambitions raisonnées dans le jeu pour une équipe de ce niveau-là, c'est quelque chose d'extrêmement important et qui, sur la durée, peut être tout à fait bénéfique.